Donc à l'an prochain? Non, c'est pas fini. Mais non, c'est pas fini, Marc-André. On passe à table. On vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit Suzanne Da Silva, Olivier Da Silva, Christophe Lavelle, qui vont nous faire maintenant une petite démonstration sur scène de gastronomie. Christophe va nous expliquer en fait ce qui se passe, ce qui se produit. Oui. Voilà, et si vous êtes sage, il y aura normalement une dégustation juste après pour chacun. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Alors effectivement, les organisateurs ont trouvé que c'était une bonne idée de terminer 3 jours à parler alimentation par l'acte le plus essentiel, enfin le deuxième acte le plus essentiel. Pour se nourrir, on a beaucoup parlé d'agriculture, et c'est normal, c'est la production de matières premières, c'est les ingrédients. On dit toujours que la cuisine, c'est la matière et la manière. Pour l'instant, on a beaucoup parlé de la matière, et cette matière, il y a un moment, il faut la transformer. Pour ça, il y a une manière de faire, et ce que les Anglais appellent Matures and Manners, ça sonne encore mieux en anglais, mais matière et manière, c'est pas mal aussi. Et là, on va donc terminer par la manière, parce que c'est le stade ultime du produit, c'est d'être transformé. Marc-André nous l'a bien dit dans son intervention tout à l'heure, en disant que la cuisine, c'était de la transformation. J'ai toujours cette espèce de leitmotiv de dire que la cuisine, c'est la culture qui transforme la nature, parce que la nature, elle est là. Alors, nature, les produits sont sacrément issus de la main de l'humain depuis qu'on a inventé l'agriculture, bien sûr. Les produits qu'on a aujourd'hui, ça aussi, ça a été rappelé par Marc-André, n'existeraient pas sans des sélections horticoles de 10 000 ans. Mais on peut quand même considérer que c'est des produits naturels. Et on va les transformer de manière totalement non naturelle. Il faut assumer, c'est totalement culturel, la cuisine. Aucun autre animal ne cuisine, encore une fois. Nous sommes les seuls animaux à cuisiner, c'est-à-dire à transformer l'aliment avant de l'ingérer. Donc là, c'est ce qui va se passer avec Olivier et Suzanne Da Silva, donc, du restaurant L'Audace, évidemment, à Rouen. Quand même, quitte à parler de produits locaux, parlons aussi de cuisiniers locaux. Et je vais vous laisser vous présenter, surtout que vous avez l'avantage d'avoir un micro-casque. Moi, j'ai demandé un micro-main pour éviter qu'ils me demandent de les aider, parce que ça me donne un prétexte pour faire ce qu'il y a de plus facile à faire quand on fait de la cuisine, c'est juste parler, expliquer ce qui se passe. C'est un peu mon métier, c'est que comme je ne sais pas faire, je sais parler des gens qui font. Et c'est un peu ce que j'ai fait vendredi pour expliquer, on m'a demandé d'expliquer au professeur finalement ce que c'est que la cuisine. Et donc là, on va rebondir un peu là-dessus pour expliquer ce que c'est que la cuisine. D'abord, je vous laisse dire 2 mots justement sur votre restaurant, L'Audace. Suzanne, je te laisse te présenter, Olivier aussi. Donc le restaurant L'Audace, à Rouen, bien sûr. Donc juste à côté de la cathédrale. Donc on existe depuis maintenant 2013. Donc c'est mon mari qui a créé L'Audace et moi je suis arrivée 2 ans après. Et depuis, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années et puis petit à petit m'a laissé un petit peu plus de place en cuisine et j'ai pu m'exprimer. Et maintenant ça fait déjà quelques années que j'officie un petit peu toute seule en cuisine. Et voilà, on reste un duo sur les recettes, etc. Mais je suis toute seule, avec mon équipe bien sûr, hein, en cuisine. Et ce qui nous a permis justement de s'agrandir aussi un petit peu et de diversifier nos activités puisqu'on a ouvert 2 autres restaurants, une brasserie hôtel et un bistrot dans le centre-ville de Rouen, le bistrot de la Pucelle. Bistrot de la Pucelle à Rouen, et l'autre c'est où? Le Vert-Bocage à Franqueville-Saint-Pierre. Et quand tu parles d'équipe, L'Audace, ça représente combien de personnes? On est une dizaine de personnes en cuisine pour une trentaine de couverts par service. Une dizaine de personnes, cuisine et salle ou... Cuisine et salle, oui. Okay. Ouais. Et donc, qu'as-tu prévu pour aujourd'hui? Alors, on a depuis jeudi les premières Saint-Jacques qui sont arrivées. Donc forcément, c'était un peu comme une évidence. Et puis, c'était aussi une évidence de mettre en valeur les produits d'un de nos producteurs avec qui on travaille énormément et qui était avec vous ce week-end, Édouard Stalin, la ferme de Ruffo, qui a une panoplie une multitude de courges en fait. Et du coup, je vais décliner un peu différentes variétés de ces courges et pour jouer un peu sur un jeu de texture, justement en l'associant avec la Saint-Jacques et les agrumes. Alors Saint-Jacques, donc effectivement, ça a démarré le 1er octobre et ça s'arrête on va faire des quiz, comme ça c'est bien quoi.
15 mai, ouais. Ah, ici, on sent que c'est une région qui cartonne sur la Saint-Jacques, quoi. Donc Saint-Jacques, courge, En fait, ouais. Saint-Jacques, courge, orange et un peu de citron confit. agrumes, ok. Donc en fait, on a taillé une petite brunoise en avance Ouais. pour pas perdre trop de temps et pas vous retenir trop longtemps. Et donc on va la faire revenir avec un petit peu d'échalote, beurre et échalote. Donc beurre pareil qu'on fait nous-mêmes avec la ferme du Bois des Saules du côté d'Étretat. Et pareil, lui c'est un grand passionné, et donc Baptiste Lemonnier. Et donc ces bêtes sont quasiment tout le temps dehors. Même l'hiver, en fait, dès qu'il y a un rayon de soleil, il sort ses bêtes. Et on a vraiment un beurre d'une qualité que j'ai vu nulle part, en fait. D'accord, ça commence à sentir comme il faut. Sachant Voilà. que la conclusion de la table ronde d'avant, c'était mangeons du beurre. Donc on est vraiment complètement en raccord avec tout ce qui a été dit. On va essayer vraiment d'être cohérent entre la théorie et la pratique. On va vous montrer maintenant. Et en même temps, alors ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas m'empêcher de systématiquement tout rapporter à Brillat-Savarin. Alors, mais cette année, j'ai une bonne raison de le faire parce que Brillat-Savarin, il a publié le seul ouvrage qu'il nous a légué, il l'a publié en 1825. Donc en fait, les 200 ans de la physiologie du goût de Brillat-Savarin. Et cet homme a eu la bonne idée de définir ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'il définit la gastronomie comme étant la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Et dans sa définition, il continue en disant les deux disciplines qui nous occupent aujourd'hui, et Marc-André va être content, et les cuisiniers sont contents aussi, il dit que cette gastronomie-là, elle fait appel à l'histoire naturelle par la classification qu'elle fait des substances alimentaires. Donc on a besoin d'histoire naturelle, et moi je viens du Muséum national d'histoire naturelle, je suis un collègue de Marc-André, et donc on a besoin d'histoire naturelle pour finalement savoir ce qu'on cuisine. Ici on cuisine des espèces vivantes, on cuisine la Saint-Jacques, on cuisine des courges, on va y revenir pour expliciter un peu plus ce que c'est que ces produits. Et donc à partir de là, effectivement, on fait de l'histoire naturelle quand on cuisine. À travers les végétaux, les animaux qu'on met dans nos casseroles, on met des espèces. Et c'est intéressant d'avoir cette variété d'espèces dans notre alimentation. Et Brillat-Savarin, il n'avait pas fini en disant que c'était de l'histoire naturelle dont on avait besoin. Il a dit on a aussi besoin de la cuisine, par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Donc en fait, là, on est vraiment en train de faire ces deux choses. On fait de l'histoire naturelle à travers les produits, et on fait de la cuisine à travers cet art subtil de transformation des produits. Alors, art plus ou moins subtil, évidemment, ça va dépendre beaucoup de la maîtrise du cuisinier et de la cuisinière, qui vont justement sublimer ou gâcher un produit, parce que quand on cuisine, on prend des risques. Et oui, C'est vrai. mais c'est ça qui est intéressant aussi. Après, si on ne veut pas prendre de risques, on achète des plats tout faits, et c'est une solution de facilité. On sait bien qu'on n'aime pas cette solution de facilité dans tous les débats qu'on a eus. Donc prenons des risques, la cuisine, c'est des risques. Et sur un malentendu, des fois, on peut avoir une bonne surprise, effectivement. Donc là, tu fais revenir... Donc là, j'ai fait revenir dans le beurre. Alors, j'ai fait fondre mon beurre, j'ai ajouté les échalotes ciselées. Ok. Et puis là, j'ai rajouté la brunoise de courge bleue de Hongrie. Alors, Courge quoi? la courge bleue de Hongrie. Bleu de Hongrie. Bon. Alors, Ça ressemble à quoi? T'en as une ou pas? j'en ai pas une ok. là Bleu. devant D'accord. moi parce que c'est une courge qui est assez grosse. Ouais. Mais je l'adore cette courge parce qu'elle a une belle texture, elle a un petit goût de noisette, elle est légèrement croquante. Ok. Et donc c'est top pour ce type de recette. Quand on veut une petite Bleu de brunoise. Hongrie. Et t'as Bleu quoi de- d'autre comme courge que tu Voilà, utilises là? bleu de Hongrie. Ensuite, on a la courge, j'ai fait une courge olive. Courge olive. Donc c'est une grosse courge qui ressemble un peu à une olive De son nom. verte, voilà, qui a une chair assez ferme en fait pour faire des pickles en fait, Ouais. donc pour garder bien la texture. On a fait ici un crémeux de courge avec la Fuju Black. Et ensuite, on a fait une réduction de jus de courge de berry, Courge du Berry. qui est un peu légèrement sucré, qui a beaucoup de jus en fait. Et tout ça en fait c'est grâce à la collaboration avec Edouard. Donc si Edouard est là, je le vois pas. Il est là, il est là. on S'il sait veut qu'il est là. venir parler de ses courges, Donc là, on a déjà 4 courges d'Edouard. Edouard, tu as un mot à nous dire sur tes courges? Ouais. et il en a Dis-nous. plus. Ouais, ben là, on en a au Là, moins il y en a 4 déjà. 4. Rebonjour. Alors, Edouard, enchanté, de nouveau. On fait quasiment que des variétés anciennes à la ferme. Donc à la ferme, elle est à Bouquetot. Bouquetot, c'est à côté de Bourrachard, donc à 35 minutes. On récolte le mardi, on récolte le vendredi. Et donc quand on récolte le mardi, on leur amène les légumes le mercredi matin. Là, dans la courge, il y a donc la bleue de Hongrie. Elle est très dense, elle n'a pas d'air au milieu.
donc pas d'oxygène, donc en fait elle peut se conserver 2 ans. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit aux gens, parce que je l'ai dit une fois à une cliente, à Claire Le Parmentier exactement, elle l'a gardé 2 ans. Bon, dans les bonnes conditions, hein, mais voilà. Un grain très fin, on peut faire du velours, du velouté. La sucrine du Berry, c'est un hommage à ma compagne, qui est mon associée au travail. Elle vient du Berry, c'est une courge qui est extrêmement sucrée. On peut en faire de la confiture, on peut en faire des pancakes, c'est délicieux. Et alors la Futsu Black, c'est un potimarron japonais qui date du XVIIe siècle. Et on se transmet les graines dans ma famille de... Non, ça c'est pas vrai. Mais 2000 ans. depuis le XVIIe siècle. Non. Bref, mais c'est un potimarron qui est complètement étonnant, qui est côtelé, qui est marron, cette fois-ci, qui n'est pas du tout orange. Et vous pouvez aussi en couper des portions. Et comme une fois un chef qui s'appelle Arnaud Daguin m'a dit, du Gers, juste rôti au four, Édouard. La simplicité, On salue Arnaud, hein. c'est la plus grande des noblesses. Donc des fois, faut pas trop se prendre la tête. Vous me coupez des petites portions, vous mettez rôti au four, cuisson lente, sel, poivre et bim, quoi. Et un petit peu de beurre, parce que voilà, on l'aime le beurre. Du beurre, toujours du beurre. Ouais. C'est un leitmotiv de cuisinier, ça. Et là, l'échalote, je sais pas, est-ce que c'est la griselle ou pas? Non, pas là. Ah, tu vois, voilà. Parce qu'on fait une vieille échalote. De toute façon, on fait que Une vieille échalote. Ouais, très très vieille. Moi, c'est ma Madeleine de Proust. Mon grand-père, il mettait toujours une échalote à côté de son verre. Du coup, les odeurs, les parfums. Et la vieille échalote griselle, donc sur d'autres plats, elle est dans une coquille. Elle est violette, elle est forte. Mais dans un monde aseptisé, c'est gênant parce que ça sent fort et tout, quoi. Et on se marre bien et tout, quoi. Et on s'était bien marré avec Olivier, avec l'échalote griselle aussi. Voilà. Merci. Ah non, je t'en On prie. connaît tout. Presque tout sur la courge. Je vais les mettre là, dedans. Alors je vais rebondir, parce que je suis obligé, avec ma casquette d'histoire naturelle, on est un peu obligé de refaire de l'histoire naturelle. On a un mot qu'on utilise depuis tout à l'heure qui est le mot courge. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une courge en fait? Alors il n'y a pas vraiment de réponse, parce que courge, c'est pas du tout une appellation en histoire naturelle justement. C'est pas vraiment de la botanique. Courge, c'est une espèce de mot générique, les courges. Et en fait, toi tu as cité potimarron, on parle de potiron, on parle de citrouille, on parle de toutes les différentes variétés qu'on a pu citer. Tout ça, c'est des espèces de courges. Ça correspond au cucurbitacées, donc cucurbitacea. Et ce qui est très intéressant, c'est que celles ici, qu'on va utiliser, en tout cas 3 parmi celles qu'on va utiliser, effectivement sont dans la famille des potimarrons. Ce qui est la même famille des potirons, potimarron, c'est les fameux cucurbitacea maxima. Maxima, vous comprenez, effectivement, c'est des grosses bêtes. Mais celles qu'on utilise beaucoup aussi, qui sont la courgette, la citrouille pour le coup, qui est aussi imposante, mais bon, le pâtisson, qu'on aime bien, c'est pareil, c'est des cucurbitacea, mais ce ne sont pas maxima, c'est des pépos. C'est une autre variété. Et enfin, dans la 4e ici, une qui est intéressante, c'est cucurbitacea moschetta. Et ça, c'est la fameuse sucrine du Berry. Et pourquoi sucrine du Berry? Parce que comme tu l'as mentionné, effectivement, elle est quand même particulièrement sucrée. Il y en a une autre de la même famille de cucurbitacea moschetta, que vous connaissez très bien, qu'on appelle parfois la douce beurre. Mais la douce beurre, c'est un peu le nom français. Et on utilise beaucoup plus le nom anglo-saxon, qui est la butternut, évidemment. On aime le beurre, y compris à travers la citrouille, donc avec ce côté effectivement très doux. Donc en fait, et des citrouilles comme ça, il y a tout un tas de familles, et ce qui est très intéressant, de voir qu'on peut chacune, effectivement, correspond à des branches phylogénétiques différentes dans cette grande famille des courges. Et il y a un autre point commun, et ça, je ne sais pas si Suzanne y a pensé en faisant sa recette, mais il y a une cohérence extraordinaire, et ça, c'est non pas la linguistique, mais l'étymologie. Cette recette est une parfaite recette d'un point de vue étymologique. Parce que je viens de vous dire, les principaux ingrédients végétaux qu'on a là-dedans, c'est cucurbitacea maxima, et la Saint-Jacques, c'est Pecten maximus. Parce que c'est une pétoncle, mais dans les pétoncles, grosse pétoncle, la Saint-Jacques. Donc elle a ce nom de maximus. Alors Pecten, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le peigne. Alors c'est pas un objet auquel je suis hyper familier, mais n'empêche que ça, effectivement, ça vient de cette origine, c'est qu'on a la coquille, c'est une grande coquille qui dessine un grand peigne. Et donc d'où le Pecten maxima. Donc ici, là, c'est une recette maximale. On a le Pecten maximus avec une cucurbitacea maxima. C'est de la cuisine grandiose, on le sait dès le début, effectivement. J'ai pensé à tout ça quand Bah j'ai oui, fait je la sais bien, recette. mais évidemment, je ne fais que redire ce que tu m'as dit, en fait, c'est pour ça. Donc là, moi, je suis en train de rajouter, donc Olivier est en train de mettre la brunoise de courge, où j'ai rajouté un petit peu de citron confit. Donc les citrons confits, pareil, on les fait nous-mêmes, je les fais macérer un peu dans du sel de mer, et le lendemain, après, je les fais cuire dans un sirop, et je les laisse macérer plusieurs mois dans le sirop, pour vraiment, et après, je récupère que le zeste.
que je taille en fines brunoises et que j'ai rajouté ici. Tu fais macérer dans le sirop et après, là, le fait que ça soit un peu... C'est la pectine. J'attends que le sucre, Oui, en fait, d'accord, il cuise un peu le zeste. Après, j'enlève en fait tout l'intérieur et je récupère juste le zeste. Et là, je suis en train de mettre des points de concentré de jus de barbe. Donc la Saint-Jacques, la noix, on l'a taillée en carpaccio et le tour, la barbe, on n'a pas encore vraiment de corail comme c'est les premières Saint-Jacques. La barbe, on la fait juste revenir à l'échalote, vin blanc. Et ce jus-là, on va le réduire jusqu'à une belle concentration et pour juste beurrer et pour récupérer cette texture. Alors, il y a un mot qui est... moi, je suis obligé de rebondir sur ce que tu me dis. Hein. Il y a un mot qui est intéressant, tu as utilisé corail. La bestiole là, que vous avez, le fameux Pecten maximus, là, c'est une bestiole hermaphrodite. On fait encore une fois, un peu de biologie. Hein. Une bestiole hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle a les deux sexes. Et ça se voit effectivement, là c'est le début de la saison, comme je dis, mais quand la saison va avancer, elle va développer ses gonades. Et quand vous ouvrez, je ne sais pas si tout à l'heure tu en ouvriras une pour montrer, alors pour l'instant il n'y a pas trop de corail effectivement, mais quand c'est la pleine saison, le corail, vous avez deux couleurs. Il y a le corail blanc, au début de la gonade, et derrière vous avez le corail orange. Alors le blanc, c'est les spermatozoïdes si vous voulez, et l'orange, c'est les ovaires, enfin grosso modo. C'est-à-dire que c'est l'étance mâle et l'étance femelle. Sur la même espèce, voilà. Ici, on ne va pas le voir parce que le corail n'est pas encore développé. Mais quand vous avez des beaux corails sur les Saint-Jacques, vous avez le blanc qui est le mâle et l'orange qui est la femelle. Et ça, évidemment, sur la même bestiole. Et ça va faire que quand la bestiole va être dans sa période de reproduction, elle va effectivement pouvoir, alors non pas s'auto-féconder, parce que d'un point de vue génétique, c'est pas terrible. Par contre, elle va lâcher les semences dans l'eau de mer, et d'autres Saint-Jacques vont récupérer les semences. Et l'avantage d'avoir à la fois l'organe mâle et femelle, c'est qu'en fait, tout ça, ça se brasse, avec une particularité quand même très importante. Et n'essayez pas de tirer des conclusions hâtives sur ce que je vais vous dire, mais la femelle est toujours en retard sur le mâle. C'est-à-dire que là, non mais, chez la Saint-Jacques, c'est-à-dire que les semences mâles commencent à être produites avant qu'effectivement la femelle soit tout à fait prête à les accueillir. D'où l'avantage d'avoir des espèces effectivement éparpillées avec des maturités différentes sur le même site, parce qu'au moment donné où une Saint-Jacques produit des gamètes mâles, elle n'est pas prête pour être fécondée. Ça lui évite de s'auto-féconder. Mais par contre, ça lui permet de féconder d'autres qui seraient un petit peu plus en avance, qui seraient prêtes. Et ça permet effectivement d'entretenir comme ça une reproduction et une génétique intéressante chez la Saint-Jacques. Là où Suzanne a vraiment extrêmement bien travaillé en amont sur la conception de la recette, c'est que les courges, c'est pareil. C'est-à-dire que les courges sont comme les Saint-Jacques. Non seulement Maxima, Maximus, mais elles sont hermaphrodites. C'est-à-dire que dans les courges, sur le même plan, vous avez les fleurs mâles et les fleurs femelles. Et là aussi, le mâle est en avance, ou plutôt la femelle est en retard. C'est-à-dire que les fleurs mâles vont être prêtes et vont produire leur pollen, et au moment où la fleur femelle du même pied n'est pas encore prête. Par contre, la femelle d'à côté est potentiellement prête. Et ça va brasser, ça va faire que les citrouilles, les petits marrons, etc., vont se reproduire de manière merveilleuse. Donc vive l'hermaphrodisme, c'est quand même un côté un peu pratique, et ça permet comme ça, effectivement, de faire d'avoir une croissance dans nos petits marrons et dans nos Saint-Jacques. Et c'est en train de se dresser gentiment. Alors vous avez une magnifique couleur. Là, je pourrais vous parler pendant des heures du carotène. On va pas y passer des heures, parce que sinon, mais le carotène, ça va plus rebondir à ce qu'on a dit hier. Hein. On a parlé alimentation, santé, cancer éventuellement. Encore une fois, 1/3 des cancers sont dus à une alimentation défectueuse. La principale règle qu'on donne, enfin plutôt il y en a 3, on dit toujours qu'il faut manger un peu de tout, de différentes couleurs. C'est les 3 mots importants. Le un peu, c'est la frugalité, le de tout, c'est la variété. Et la couleur est fondamentale parce que, comme nous l'a rappelé Marc-André aussi, les végétaux, ils se protègent, ils produisent des pesticides, mais naturels. Et il y a énormément d'antioxydants dans ces pesticides parce que l'oxydation, c'est effectivement un processus de vieillissement. Et pour lutter contre ça, effectivement, les végétaux produisent des antioxydants. Mais des antioxydants qui appartiennent à des familles différentes. Et ces familles, on a de la chance, elles sont identifiables par leur couleur. Donc les antioxydants, les anthocyanes, plutôt violettes, les carotènes, plutôt orange, les sulforaphanes, qui n'ont pas trop de couleurs, plutôt blanc, etc. Eh bien, on va aller puiser dans le végétal, et en allant puiser tout ce qu'on peut récupérer comme couleur, on sait qu'on va avoir affaire à des antioxydants qui vont avoir des rôles différents dans notre organisme. Donc manger des couleurs, ce n'est pas un truc ésotérique, c'est validé par la science, il faut manger des couleurs. Et les végétaux ont des couleurs effectivement extrêmement variées. Donc aujourd'hui, on est sur le carotène, donc ça va vous apporter plein de choses exceptionnelles
Et c'est quand même ça qui est sympathique. Et je termine sur le corail. Tu m'interromps, Suzanne, dès que tu veux dire un truc, parce que sinon moi je continue. Hein. Le corail, pour faire un plat qui soit bon, les neurophysiologistes ont fait des études extrêmement poussées. Et on adore faire ces études dans les laboratoires parce que ça nous oblige à manger. Et pour tester, pour valider les hypothèses. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a fallu définir quels sont les critères universels pour qu'un plat soit considéré comme bon. On en a parlé, on parle depuis 3 jours du qu'est-ce que c'est bien manger, qu'est-ce que c'est manger bon. Eh bien, il y a des critères universels. C'est-à-dire que bien sûr, le goût, il est culturel, mais au-delà de cette culture, il y a des critères universels. Le premier, on est en train de le voir, et je vous vois saliver discrètement, c'est qu'il faut que ça soit appétissant. C'est-à-dire qu'il faut que dans notre cerveau, avant qu'on mange, il faut que ça nous évoque un truc qui nous donne envie. Ce qui est bon à manger doit être bon à penser, disait Claude Lévi-Strauss, donc ça doit être bon à penser. On voit le truc, on dit, j'ai envie d'essayer. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, quand on va commencer à manger, il faut que ça corresponde à ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire qu'on avait vu que c'était bon, et c'est à peu près ce qu'on a vu de la Saint-Jacques, on a vu une citrouille, on le mange, et qu'est-ce qu'elle est bonne cette citrouille, qu'est-ce qu'elle est bonne cette Saint-Jacques, on est rassuré. Ça correspond à ce qu'on attendait. Troisième critère, il faut qu'il y ait un contraste de texture. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des trucs un peu croquants, un peu moelleux, un peu crémeux, un peu... Alors, il faut qu'il y ait des textures. S'il y a une texture unique, on s'ennuie. Donc, d'où l'importance d'avoir des éléments différents. Quatrième critère, il faut qu'il y ait une complexité dans les saveurs, mais pas trop non plus. Si c'est trop complexe, le cerveau est perdu, on ne s'y retrouve pas. Si c'est trop simple, on mange une bouchée, au bout de la deuxième, on s'ennuie un peu, au bout de la troisième, on s'emmerde vraiment, et en fait, on n'apprécie pas. Donc, il faut qu'il y ait de la complexité. Et le cinquième, et j'en arrive là, oui, tout ça pour ça, cinquième, il est dans le plat, là, en faisant la petite réduction de Bard. Pourquoi on fait une réduction de Bard, etc. Qu'est-ce que ça va fournir? Ça va fournir de l'umami. Il faut que ça sente bon aussi. Et ça sent bon. Ça va fournir des odeurs extraordinaires et de la saveur. Et la saveur, c'est la fameuse cinquième saveur. Hein, vous savez, les saveurs salées, sucrées, acides, amères. Oh, là, il y a de l'acidité avec les agrumes. Bah, il y a du sel qui a un assaisonnement, j'imagine. Un peu d'amertume, parce que dans les cucurbitacées, il y a de l'amertume. Et c'est génial, ça apporte de l'équilibre. Un peu de sucrosité, parce que, encore une fois, on a du sucre dans les cucurbitacées. Donc on a les 4 saveurs. Il faut reconnaître qu'il nous manquait sans doute la cinquième. Et la cinquième, elle est présente dans la Saint-Jacques et surtout dans la réduction de Bard, où là, ça va donner un shoot d'umami. Et l'umami, c'est ça qui vous donne une espèce de rondeur en bouche, de longueur en bouche, où on se dit « Ah, c'est quand même drôlement bon ce truc-là, en général, c'est qu'il y a de l'umami derrière. » Et ça, c'est universel. C'est qu'il n'y a pas une culture de l'umami. Tout ce qu'on va consommer, quand c'est enrichi en umami, on aime ça. Et la fermentation, dont a parlé Marc-André, c'est un producteur d'umami. Ça pète les acides aminés, et en pétant les acides aminés, ça libère le glutamate, ça libère plein de choses, et ça fait une saveur extraordinaire. Bon, il faut peut-être que tu parles aussi un peu, Suzanne, parce que sinon... Oui. Donc là, on arrive à la fin. Hein. Donc je rajoute juste la réduction de jus de courge de berry. Réduction, donc qui est en fait où on a rajouté un petit peu qu'on a fait réduire avec un tout petit peu de jus d'orange et le condiment orange. Donc condiment orange, c'est juste des oranges donc qui restent 24 heures dans l'eau de source et ensuite on va les cuire tout doucement au four sur un lit de gros sel en fait pour absorber l'humidité et récupérer vraiment une pâte en fait. Là en fait c'est juste l'orange qui est bien mixée, passé au chinois pour enlever les impuretés, mais on a une vraie pâte d'orange. Et tu fais ça au Thermomix ou au robot? Ouais, au Thermomix. Et justement, ça c'est la petite touche gourmandise. Sur la Saint-Jacques, juste avant que vous la dégustiez, on va rajouter un petit beurre noisette, en fait, pour la touche gourmande. Du beurre, toujours du beurre. Du beurre noisette. Alors, beurre noisette, je peux parler 1 heure du beurre noisette, mais on va parler juste 30 secondes du beurre noisette. Tu veux goûter le beurre noisette d'abord? Le beurre noisette, il n'y a pas beaucoup de préparations magiques en cuisine, mais pour moi, le beurre noisette est une des inventions les plus magiques qui soit. Si vous voulez, il y a la cuisine, c'est cela, et la cuisine au beurre noisette, c'est là. Quoi. Pourquoi? Déjà, on a dit manger du beurre. Effectivement, ça, c'est une vraie raison. Mais en plus, le fait de cuire le beurre, enfin, on dit toujours, c'est pas bon pour la santé. Mais si, il n'y a aucun souci, il ne faut pas le noircir. Sauf pour l'arrêt au beurre noir, parce que c'est quand même bon, mais c'est vrai que c'est pas bon pour la santé. Mais bon, bref. Noisette, donc on va juste le blondir. Et quand on chauffe le beurre pour le blondir, d'abord il chante le beurre. Quand vous mettez du beurre à cuire, il chante. Déjà, c'est beau. Et il chante parce qu'il y a l'eau qui s'en va. Il y a à peu près 17% d'eau, donc l'eau s'en va et ça fait des bulles. Et après, le beurre, il est silencieux. Et là, il faut se méfier. Parce qu'un beurre silencieux, il faut se méfier. Une fois qu'il a arrêté de chanter, vous savez qu'il va monter en température. Il n'y a plus d'eau, donc il va monter au-dessus de 100 degrés, 110, 120. Et à partir de là, réaction de Maillard, réaction de glycation, les protéines du beurre commencent à effectivement réagir. Et là, il faut se méfier, mais en même temps, il faut profiter. Parce que c'est là où ça commence à sentir bon, très très bon. Et justement, ça sent cette odeur de noisette qui est merveilleuse.
Et avant que ça noircisse, on s'arrête, on le retire quand c'est une belle odeur et que c'est blond, brun. On a un beurre noisette, c'est merveilleux. Et avec ça, moi j'ai déjà piégé des professionnels ou des élèves d'école hôtelière. Je fais une glace au beurre noisette. C'est-à-dire que je prends du beurre noisette, je mets de la crème, du jaune d'œuf, du sucre, machin. On passe ça au pacojet, qui est un appareil un peu rapide pour faire des glaces. Hop, je sers ça. Et chaque fois que je fais goûter, on me dit ah, c'est une glace au biscuit breton, une glace à la vanille. Ils sortent plein de mots, quoi, parce que c'est vrai que c'est très gourmand. Et après, je leur dis bon, non, c'est juste du beurre noisette et de la crème. Oh, quand même. Là, oui, parce que le beurre noisette, ça apporte un goût extraordinaire. Donc, beurre noisette, n'hésitez pas. J'avais une question que je vais te donner, Suzanne. Les Saint-Jacques, justement, on voit, elles sont en train d'être préparées. Qu'est-ce que tu leur as fait aux Saint-Jacques? Juste taillé finement et assaisonné, sel, poivre, fleur de sel pour le côté un petit peu croquant. Et voilà, un petit peu de beurre. Donc cru. Cru, voilà. exactement. Cru, juste mariné, assaisonné, et bim, pour avoir justement cette texture incroyable, parce qu'elle est incroyable. La texture de la Saint-Jacques, c'est pareil, c'est comme le beurre noisette, mais là en texture. Une espèce de truc fondant avec les dents, quand elles rentrent dans la Saint-Jacques, ça suit les fibres, parce que les fibres de la Saint-Jacques, c'est pas de l'intelligent design, parce que j'ai pas le droit de dire ça venant du Muséum d'histoire naturelle, mais si Dieu existe, il a clairement créé la Saint-Jacques, parce que dire, les fibres sont dans le sens des dents, quoi. Dire, ça peut pas être du hasard pur, c'est pas, bref. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et l'autre chose extraordinaire, et que je conseille toujours, parce qu'il y a un grand thème dont on parle tout le temps, c'est le bien-être animal, et on l'a abordé il y a énormément, et même que des très bonnes raisons d'aborder la question du bien-être animal. Et donc, on va se poser la question, mais la Saint-Jacques, est-ce que quand on l'ouvre, elle souffre? Alors, je suis désolé d'aborder cette question-là, mais heureusement, je l'aborde parce que la réponse est non. Sinon, je ne l'aurais pas abordée, je l'aurais mise sous le tapis. Hein? Effectivement. Et parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans les mollusques, heureusement pour notre éthique, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, les antispécistes, justement, dont on parle beaucoup, pourraient parfaitement manger des mollusques. Parce que si le critère de sélection de nos aliments est basé sur la sentience, comme on dit souvent, la souffrance animale, eh bien, il faut reconnaître que tout ce qui est mollusque n'a pas de système nerveux central, il n'y a pas de cortex ni d'amygdale, donc il n'y a pas de notion de douleur, il y a une notion de réflexe, comme dans les plantes carnivores réagissent. Donc en fait, la Saint-Jacques ne souffre pas plus que les plantes, il y a juste des réflexes nerveux. Donc on peut avoir l'impression, bien sûr, que c'est vivant, qu'il y a des réflexes, mais il n'y a pas de signal de la douleur. Donc en fait, quand on est végane, et que j'entends des véganes autour de moi qui me disent « moi j'ai besoin de me supplémenter en B12 », j'ai envie de leur dire « mais bouffe des coques et des Saint-Jacques ». Parce qu'en fait, c'est de la B12 naturelle, c'est bourré de B12, il y a zéro souffrance animale, une Saint-Jacques ou une coque, pas plus que dans un végétal. Donc en fait, c'est une source de B12 qui n'apporte aucune souffrance. Donc mangez des coques, mangez des huîtres, mangez des Saint-Jacques, et tout ira bien. Bah, c'est super, ça je ne savais pas. Bah voilà, Et voilà, on pourra le dire à nos clients. Ah oui. La souffrance végétale, oh, et en plus c'est de... Oui, tout à fait. Alors ça, je ne sais pas quoi... Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une signature. C'est mon grand-père qui faisait ça quand j'étais enfant. On en a discuté avec Dominique. Dans sa famille aussi, il faisait ça. Parce que je suis un grand sadique. Donc en fait, je me soulage sur les courges. C'est de la scarification de courges. Voilà. Donc on fait ça fin juillet, début août, et avec un petit couteau. Et donc là, bah, c'est Olivier da Silva, quoi, voilà. Et du coup, Suzanne da Silva, donc c'est l'audace. Nous, mon grand-père le faisait avec nos prénoms d'enfants. Si vous voulez aussi que les enfants, vous créez de la curiosité, puisqu'on mange avec les yeux, avant tout, ils vont voir et observer cette petite courge grossir avec leur prénom. Bon, alors après, du coup, ils s'auto-mangent. Alors ça, je sais pas si c'est très très fun, mais... Ça se pratiquait avant. Mais voilà, ça se pratiquait avant. On pourrait s'amuser à faire plein de petits dessins, ou alors vous faites comme les bols bretons, au couteau. Au couteau, ouais, je fais des petites entailles et tout au couteau, fin juillet, début août. Okay. Et après, ça cicatrise et ça te fait un truc magnifique comme ça. Et donc ça, c'est une Greenwich d'Hokkaido, le doux vert d'Hokkaido. Voilà, parce que j'adore le Japon. Voilà. On parlait d'umami tout à l'heure. Exactement. Donc chez vous, ce soir, scarifiez vos courges. Voilà. Et c'est le message, c'est ça que tu voulais dire. C'est le message. Ok. Ben, on va pouvoir passer à table. Hein. Ah ben voilà, juste attends. Ça tombe bien, j'avais plus rien à dire. Donc c'est vraiment... Ah, justement, je vais juste dire une chose, c'est que vous remarquerez qu'en matière de nourriture, depuis l'agriculture jusqu'à la dégustation, grâce à Pecten Maximus et Cucurbita Maxima, BioGeo aura fait le maximum pour vous introduire à l'alimentation sous toutes ses dimensions. Ah oui. Merci, merci Suzanne, merci.
Une conclusion, Suzanne, avant la dégustation? Ou Olivier, t'as rien dit, toi? Bah oui, Olivier. Non, t'as rien envie de dire, toi? Voilà. Non, on sait tout. On peut passer à table, c'est ça? Eh ben, il faut déguster, oui. Eh bien, alors, alors comment est-ce qu'on va faire, par contre? Parce que, effectivement, les organisateurs l'ont fait comment? On passe. On passe, ah oui, ça peut être... Ouais. On vient devant et chacun récupère sa petite assiette et on discute après. Ouais. Eh bien, parfait. Très bien. Eh bien, self-service, c'est comme chez Flunch. Vous venez comme... non, c'est McDo, vous venez comme vous êtes, mais là... et vous venez vous servir et tout va bien. Merci. Merci au chef.